Bonjour à tous les trois et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Isabelle de Fourny. Bonjour. Présidente de Médecins sans frontières, vous rentrez tout juste de Gaza. Vous allez nous raconter dans un instant ce que vous y avez vu et entendu. Bonjour Amel Delimi. Bonjour. Vous êtes avocate et membre du collectif des avocats France-Palestine. Bonjour Bélir Nabli. Bonjour. Professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie, pratique, qui est sorti aux éditions Pedone en 2023. C'était il y a un an, tout juste. L'attaque du Hamas sur Israël n'était pas encore circonscrite que Benyamin Netanyahou prenait déjà la parole. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'ennemi paiera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de Tsahal. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons, disait il y a un an Benyamin Netanyahou. Nous sommes donc un an plus tard. Qui a gagné la guerre? À quoi sert la guerre? Question posée parmi d'autres ce matin. Plus de 41 000 morts en 12 mois de guerre. 9 personnes sur 10 de la population gazaoui, soit près de 2 millions de personnes ont été déplacées. Isabelle de Fourny, donc présidente de Médecins sans frontières, vous rentrez de Gaza. Vous êtes nos yeux et nos oreilles, car faut-il le rappeler, aucun journaliste étranger, à de très rares exceptions près, a pu entrer à Gaza depuis un an, ou alors de façon strictement encadrée par l'armée israélienne. Qu'avez-vous vu? La situation à Gaza est un désastre. L'ampleur des destructions est énorme. Gaza est littéralement un champ de ruines. Pendant 1 heure de route entre Kerem Shalom, le point d'entrée, et Dar el-Bala, les lieux où nos équipes sont basées, pendant 1 heure, ce n'est que destruction, tout est plat. Ce qui est extrêmement choquant aussi, c'est les conditions dans lesquelles vivent la population déplacée. Vous l'avez dit, nombreuses personnes ont été déplacées 5, 6, 7 fois et sont aujourd'hui entassées dans une petite zone, la zone humanitaire, où tout manque. Et la dernière chose, c'est que c'est le niveau très très faible de l'aide. On est face à une pénurie, à une obstruction de l'aide humanitaire. Comment est-ce que vous, les travailleurs humanitaires, vous faites pour rentrer à Gaza? Racontez-nous dans quelles conditions. Alors on rentre à Gaza à partir d'Amman. On passe la frontière, on traverse la Cisjordanie, on arrive à Kerem Shalom, où on doit rentrer dans Gaza avec des voitures blindées. Ça, c'est organisé par les Nations Unies. Ça dure des heures? C'est très très variable. Ça m'a pris 1 heure pour rentrer dans Gaza et 5 heures pour en sortir. Mais d'une manière générale, ça prend toute la journée à partir de Amman pour arriver à Gaza. On a besoin de l'autorisation de l'armée israélienne, des autorités israéliennes pour pouvoir rentrer dans Gaza. Sur ce point, on n'a pas énormément d'obstacles. Les travailleurs humanitaires sont plutôt autorisés à rentrer dans Gaza. À la différence des camions? D'aide humanitaire? Alors aujourd'hui, tout à fait. Le nombre de camions qui réussit à rentrer dans Gaza est extrêmement faible. Et ceci pour différentes raisons. Un des gros obstacles, c'est la machine administrative, bureaucratique qui a été mise en place par Israël, qui freine énormément l'arrivée de l'aide. En pratique, on doit demander toute une série d'autorisations pour du matériel médical et des autorisations particulières pour tel ou tel matériel. Ça prend énormément de temps. Il y a un seul point d'entrée dans le sud de Gaza aujourd'hui, où là, les camions sont examinés. Et là aussi, ça prend beaucoup de temps. Et enfin, une fois que les camions rentrent dans Gaza, environ la moitié de l'aide humanitaire est pillée. Donc il y a aussi un problème de pillage, d'insécurité qui est lié... Pillé par qui, on sait? Alors il est pillé, je ne sais pas exactement par qui, par des gangs, par des bandits. Mais ça reflète finalement la façon dont a été menée la guerre, le fait que la police a été ciblée, il n'y a plus de force de l'ordre, et ça reflète aussi finalement le fait qu'il y a une pénurie énormément de produits, de biens tous les jours qui valent très cher en fait, vu qu'il y en a très peu.
Bélir Nabli, si Isabelle de Fourny entre à Gaza avec ses équipes par Kerem Shalom, qui est à la frontière israélienne, c'est parce que le point de passage de Rafah est fermé depuis des mois maintenant. Et en ça, Israël, en tout cas, n'est pas respecté l'injonction faite par la Cour internationale de justice qui demande depuis le mois de mai à ce que ce point de passage de Rafah soit rouvert. Oui, non seulement un blocus de cette nature est illégal du point de vue du droit international, mais vous avez raison de rappeler que parmi les mesures conservatoires qu'a indiqué la Cour internationale de justice, dont son ordonnance de fin janvier qui a indiqué le risque plausible de génocide à Gaza, il y avait notamment le fait de faciliter l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Or, de fait, les obstructions demeurent et l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire à la survie des Gazaouis encore vivants est obstrué. Et c'est un facteur qui nourrit d'autant plus l'hypothèse d'un génocide. Et ce n'est pas juste une idée lancée de manière infondée, c'est juste un raisonnement fondé, là pour le coup, sur l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui, d'une part, a reconnu ce risque de génocide et d'autre part, pour éviter que celui-ci ne soit commis, a indiqué qu'il fallait notamment arrêter de bombarder les civils, mais également acheminer une aide humanitaire substantielle. Or, dès lors que ces mesures conservatoires, ou si vous préférez, le fait que les bombardements demeurent, des bombardements indiscriminés visant de fait essentiellement des civils, que par ailleurs l'aide humanitaire acheminée est largement insuffisante, eh bien forcément on doit en déduire que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza relève d'un génocide de fait, et qu'il y a là véritablement un fait historique dont on ne prend pas la mesure, dont on peut également s'interroger sur la faible réaction internationale par rapport à ce qui se passe et peut-être les ressorts fondamentaux justement de ce qui se passe à Gaza. Si on met les bombardements pour l'instant de côté, comment est-ce que les autorités israéliennes justifient de restreindre à ce point l'accès à Gaza et notamment à l'aide humanitaire ? Tout est justifié par un seul argument, à savoir la destruction du Hamas, et tout est justifié ou non, finalement, d'un objectif de guerre irréalisable, inatteignable, et donc il y a là une part d'irrationalité, mais qui se comprend. Je veux dire, la démarche ou la stratégie plutôt militaire israélienne, d'une certaine manière, n'a pas de sens du point de vue militaire, parce que la destruction du Hamas ne sera jamais démontrée, in fine. Le Hamas prendra une autre forme, ou en tout cas renaîtra de ses cendres à la fin de cette séquence. Et donc, finalement, on peut s'interroger sur le véritable objectif poursuivi par l'offensive israélienne. Et de fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que de facto, Gaza est rasée, est détruite, et la vie aura du mal à renaître véritablement, puisque tout ce qui permet de vivre, donc toutes les infrastructures sanitaires, d'accès à l'eau, mais également ce qui fait la vie au quotidien, l'accès à l'école, tout cela est détruit. Donc, d'une certaine manière, on pourrait aussi se demander si c'est pas le véritable objectif poursuivi par cette offensive. Et à l'instant, on peut peut-être s'arrêter sur les enfants. À quoi ça ressemble aujourd'hui quand on a 6, 7, 8 ans, qu'on vit à Gaza, que pour la deuxième année consécutive, on n'a pas d'école, très peu à manger, beaucoup d'enfants qui sont dans des situations aussi où ils ont perdu leurs parents ou une partie de leur famille. Ça ressemble à quoi la vie ? Oui, c'est très difficile pour les enfants. Un de mes collègues me disait ils ont tout détruit, ils ont détruit l'enfance. C'est vrai que, comme vous le disiez, les enfants ne vont pas à l'école. La journée, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'espace de jeu. Je dis, ça a l'air comme ça d'être un détail, mais en fait, il n'y a pas d'espace à l'extérieur dans la bande de Gaza aujourd'hui où un enfant peut faire une partie de foot, par exemple. C'est dangereux ? Alors les familles, la population s'organise. Tout le monde essaie de prendre soin des enfants. Donc oui, il y a parfois des espaces. On peut voir de temps en temps des enfants jouer au football. Il y a des jeux de cartes parfois Bon, voilà, on voit des personnes, on fait ça aussi, nous, avec nos équipes et les enfants de nos staffs, de jouer avec eux, mais ça remplit pas la journée. Beaucoup d'enfants traînent dans la rue, les parents s'en plaignent, mais surtout, énormément d'enfants sont
sont traumatisés. Ils dorment très mal la nuit, ils ont des cauchemars, ils pleurent, ils font pipi au lit. Il y a une très forte demande de leurs parents de plus de soins de santé mentale. Beaucoup sont amputés aussi, certains sont encore à l'hôpital, beaucoup sont brûlés avec des soins très longs et très compliqués. Beaucoup ont été traumatisés par la douleur, en fait, même de la prise en charge médicale. À certains moments, où il y avait très peu d'anesthésiens. Donc oui, c'est une situation effrayante, ultra compliquée. Vous disiez, certains enfants sont séparés de leur famille. Moi, je voyais des enfants mendier. On voit pas du tout ça à Gaza. Donc on voit quelques enfants mendier, des jeunes sur les ordures en train de fouiller. Ça, c'est des choses qui n'existaient absolument pas. Donc voilà, oui, c'est la guerre avec et alors d'autres sont séparés, sont dans le sud et ont leur famille dans le nord. Donc certains sont partis par exemple avec leur oncle et leur tante et les parents sont restés dans le nord. Les mouvements de population ont été extrêmement compliqués et aujourd'hui ils n'ont aucune possibilité de rejoindre leur famille. Bélier Nabli. Oui, en fait, ce qui est assez remarquable par rapport à cette description, c'est que d'un côté on pourrait se dire en fait, des guerres, il y en a ailleurs. Des catastrophes humanitaires, on en a déjà connues. Et d'une certaine manière, on pourrait être tenté par une forme de relativisation de ce qui se passe à Gaza. Sauf qu'en vérité, il y a un caractère véritablement exceptionnel par rapport à ce qui se passe à Gaza, notamment à travers le prisme du nombre de victimes civiles et des enfants en particulier. Je pense que c'est, en termes de proportion, c'est un record funeste qui est là battu par cette guerre et par l'offensive israélienne. C'est un premier aspect. Vous avez un deuxième aspect qui rend cette guerre, pour le moins asymétrique, exceptionnelle. C'est que contrairement à d'autres situations, notamment en Syrie, c'est que là, on a parmi précisément l'armée qui est accusée de génocide, un État qui est allié stratégique du monde occidental. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres situations où on a pu évoquer de telles situations de massacres ou de crimes contre l'humanité, voire de situations génocidaires. Nous n'avions pas, là pour le coup, directement soit un allié stratégique, soit encore pire, un État démocratique ou se revendiquant comme tel. Et c'est le fait qu'on a un État qui se revendique comme démocratique et luttant au nom de la civilisation contre la barbarie, et soutenu par le monde occidental, qui fait que cette guerre a quelque chose de dystopique presque, et qui mobilise également, j'allais dire, l'opinion publique internationale, et certainement pas l'opinion publique d'une seule et même ère géopolitique. Au sein même des sociétés occidentales, il y a aussi une déconnexion plus ou moins forte avec le soutien officiel des gouvernements. Quoi qu'il en soit, on est face à cette situation où un régime qui se dit démocratique mène une guerre qui risque d'aboutir à un génocide et qui sera qualifié comme tel par l'histoire et par la justice internationale, et qui continue à être soutenu par la première puissance mondiale, les États-Unis, qui elle-même continue à essayer d'invoquer finalement ce qui fait la civilisation moderne, et donc ses valeurs, notamment le respect des droits humains. Et c'est la déconstruction de ce discours face à la réalité des jeux des puissances occidentales qui, in fine, aussi restera. Parce que finalement, nous allons payer un coût collectif à travers ce soutien inconditionnel, ou presque, à l'égard d'Israël face à la population palestinienne, dans la mesure où, à travers ce soutien, nous déconstruisons notre propre discours, nos propres valeurs. Donc, qu'est-ce qu'il reste à la fin ? Un jeu d'intérêt, la loi de la force. Bref, ce que d'autres régimes, dits autoritaires, voire totalitaires, partagent. Et donc, à la fin, il ne restera plus de système international digne de ce nom, celui qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, sous la forme de l'ONU, avec ses principes et ses valeurs.
On rappelle qu'Israël est entré en guerre contre le Hamas à Gaza après les attaques du 7 octobre, la pire attaque terroriste qui est connue à l'État hébreu, 1200 morts, 250 otages, dont une centaine est encore entre les mains des groupes armés à Gaza. Qu'en un an, il y a eu 41 000 morts côté palestinien, selon les chiffres du ministère de la Santé gazaoui, mais aussi, dit l'armée israélienne, plusieurs milliers de combattants et la mise à jour de tunnels, centaines de kilomètres de tunnels du Hamas, selon l'armée israélienne. Voilà pour la précaution oratoire importante. En un mot, Bélier Nabli, parce que je voudrais entendre Amel Delimi aussi, est-ce que, pardon pour la naïveté de ma question, est-ce que Israël est dans son bon droit, je mets des guillemets, en termes de droit international, avec ces bombardements à Gaza? À Gaza. Écoutez, le schéma est assez simple, même s'il y a un vrai débat sur le statut d'Israël à Gaza, ou si vous préférez la relation entre Gaza et Israël, dans la mesure où Israël est dans une situation dite de puissance occupante, auquel cas l'argument de la légitime défense ne tient pas. Peut être neutralisé, mais même en retenant l'argument de la légitime défense, suite à l'attaque terroriste du 7 octobre, la légitime défense ne donne pas un droit absolu et illimité dans la réaction politique et militaire de l'État qui a été agressé. Autrement dit, il y a des limites dans la forme que prendra cette réaction et l'exercice de cette légitime défense, notamment le fait qu'on ne puisse pas violer au moins deux principes fondamentaux du droit international humanitaire, au droit de la guerre. Premièrement, la distinction entre combattants et civils. Il faut respecter cette distinction. Qui est, selon Israël, compliquée à tenir à Gaza. C'est clair, lorsque vous lâchez des bombes de plus d'1 tonne sur des bâtiments, oui, c'est volontairement difficile, et donc de toute manière la responsabilité. Le Hamas utilisant, selon Israël, les civils comme bouclier palestinien, comme bouclier humain, pardon. Non, mais c'est le choix d'utiliser à la fois des bombes d'1 tonne à minima et d'utiliser l'intelligence artificielle pour soi-disant être le plus précis possible qui neutralise ce type d'argument. Donc il y a manifestement des bombardements indiscriminés, et ça a été retenu par la Cour internationale de justice. Et deuxième principe qui est largement violé, c'est précisément la réaction disproportionnée. Je veux dire, lorsque vous exercez votre légitime défense, il faut que celle-ci soit proportionnée à l'agression qui a été commise. Or là, eu égard au bilan et à la logique qui anime l'offensive israélienne, on est dans la disproportion. On estime l'Organisation mondiale de la santé estime à 10 000 corps encore sous les décombres. C'est quand on remet ces chiffres à la taille de la population française, on imagine un petit peu mieux le désastre, je trouve. Enfin, ce que ça veut dire, quoi. Ça voudrait dire environ 400 000 enfants qui auraient été tués en France. On se rend compte, 1 million 200 000 personnes tuées en France, ce serait cet ordre de grandeur. Ensuite, ça, on l'a dit, mais c'est rare de voir dans les conflits autant d'enfants blessés. On travaille dans énormément de conflits, Médecins sans frontières. On fait très régulièrement de la chirurgie de guerre, et la plupart des victimes sont quand même en général, pas exclusivement, mais la plupart des hommes adultes. Oui, ce nombre extrême d'enfants est très très impressionnant. J'ai parlé des chiffres, mais j'ai entendu pendant mon séjour énormément d'histoires. Un de mes collègues racontait avoir perdu sa fille et sa petite fille. Quand je suis passée à Amman, je suis passée à un hôpital de Médecins sans frontières où on a réussi à faire venir des blessés et des enfants blessés de Gaza. Un papa était là avec ses 2 enfants. Sa femme et 2 de ses enfants ont été tués dans un premier bombardement. Et lors d'un deuxième bombardement sur la même famille, ses 2 enfants, sa fille était gravement brûlée et son fils était donné pour mort. Et finalement, il est là à Amman avec ses 2 enfants, mais c'est atroce, quoi. Bélier Nabli. Oui, moi ce qui me frappe aussi, c'est la manière dont ces morts palestiniens, la perception des morts palestiniens et la relativisation, pour le moins, que ces morts, dont ces morts font l'objet.
Premier élément, rappelez-vous, au départ, les chiffres qui étaient donnés étaient ceux du Hamas et beaucoup les contestaient. Aujourd'hui, ce sont les chiffres du Hamas qui sont pris pour référence. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce sont les chiffres à minima. Parce que si on jette un coup d'œil, par exemple, sur un article de la revue scientifique des Lancet, le bilan est de plus de 190 000 morts. Il y a une étude faite par des scientifiques pour The Lancet qui effectivement établit ce bilan exactement à 187 000 morts. Et donc, c'est un bilan aussi qui s'approche d'autres estimations faites par des experts militaires. Donc, il y a d'abord ces chiffres et la manière dont ils ont pu être relativisés, voire contestés. Puis, un élément plus substantiel. La mise à distance s'explique aussi par ce qu'on pourrait qualifier une déshumanisation tout simplement des Palestiniens. Et là, ça ne date pas du tout de cette guerre, dans la mesure où si on accepte, si les puissances internationales et occidentales en particulier acceptent si bien finalement le sort des Palestiniens, c'est parce qu'ils sont déshumanisés. Depuis finalement le début de leur sort, j'allais dire depuis 1948, mais en particulier à travers cette dernière séquence. Et derrière cette déshumanisation, qu'on peut illustrer par une idée très simple, mais qui est inacceptable. Cette idée très simple, c'est que toutes les vies finalement ne se valent pas. C'est l'une des conclusions de cette guerre. C'est en cela qu'elle est aussi frappante et qu'elle mobilise les sociétés civiles, y compris dans le monde occidental. Toutes les vies ne se valent pas. Il suffit de comparer les commémorations du 7 octobre et finalement la manière dont le bilan qu'on vient de rappeler est perçu par nos élites politiques et médiatiques. C'est pour ça qu'on prend le temps. Je voudrais entendre... Je vous remercie. Juste un dernier mot. Derrière la déshumanisation, il y a peut-être aussi un racisme anti-arabe qui s'exprime. Amel Delimi. Israël dit que c'est le Hamas qui a la paix entre les mains, que si demain le Hamas rend les otages, les bombardements s'arrêteront, entre autres choses. Vous y croyez ? Je ne sais pas si c'est vraiment leur position, parce que si j'ai bien compris, l'objectif de l'offensive militaire israélienne, c'est la destruction du Hamas. Donc, s'ils rendent les otages israéliens... Une armée israélienne qui estime par ailleurs avoir décapité à un niveau important les responsables du Hamas. Si les otages demain sont rendus... Le Hamas continue à frapper Israël. Donc, je ne crois pas dans cet argument, même si, naturellement, j'espère que les otages israéliens seront relâchés. Mais je ne pense pas que ce serait un argument définitif pour que la guerre cesse, dans la mesure où, tant que le Hamas aura la capacité d'afficher une résistance militaire à l'endroit d'Israël, cela constituera, du point de vue de Benyamin Netanyahou, une défaite qu'il ne peut pas accepter, parce qu'il faut rappeler quand même finalement la vraie source, le vrai moteur de cette guerre aujourd'hui, en tous les cas, c'est la survie politique de Benyamin Netanyahou. Il perçoit la continuité de cette guerre comme la seule manière pour lui de survivre politiquement en Israël. Il y a eu, Amel Delimi, à l'automne dernier, une petite lumière d'espoir suscitée par les échanges otages israéliens contre prisonniers palestiniens. Que reste-t-il de cette petite lueur d'espoir ? On continue de la chercher, cette lueur, actuellement. Enfin, nous, en tout cas, au sein du collectif et auprès des familles de Gazaouis, on se sent dans une impasse. Alors nous, en tant qu'avocats, on n'a pas le droit de simplement désespérer, donc on continue nos efforts, on continue à interpeller les autorités, etc. Mais c'est très compliqué. On n'a pas le droit de désespérer, Isabelle de Fourny, quand on est humanitaire non plus. Mais c'est vrai que c'est difficile dans cette situation de trouver du positif. Et puis on fait ce que font nos collègues palestiniens. Ils travaillent énormément. Et certains le disent aussi pour ne pas réfléchir, pour ne pas s'arrêter. Mais je veux souligner l'excellence de leur travail. Enfin, les conditions sont extrêmement compliquées, mais j'ai été vraiment impressionnée. J'ai visité par exemple l'hôpital de Nasser, qui est un hôpital public, mais le niveau de soins que les équipes ont réussi à mettre en place en chirurgie, en prise en charge des brûlés, avec de la physiothérapie, de la rééducation, du support de santé mentale, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, quoi.
Oui, Bélier Nabi. Oui, quand vous dites que c'est difficile, en fait, c'est aussi véritablement parce que cette guerre ne concerne pas seulement les Israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza en l'occurrence. Sa résonance universelle, elle s'explique par le fait que précisément tout ce en quoi nous avons cru est déconstruit et sapé jour après jour avec le soutien et la volonté de ceux qui ont construit finalement ce système international, ce droit international après la Seconde Guerre mondiale en disant, premièrement, on ne peut plus détruire des peuples, des populations du fait de leur origine, on ne peut plus violer des droits humains qui sont universels, quelle que soit leur origine, etc. C'est tout cela qu'on voit se déconstruire sous nos yeux et c'est ça qui est source fondamentalement de désespoir sur le plan politique. C'est pas pour faire pour céder au pathos, c'est politiquement. Comment on va sortir de cette séquence en sachant que des démocraties, mais à part peut-être l'Espagne et d'autres, les minoritaires, les démocraties auront joué un rôle fondamental dans peut-être ce qui sera le premier génocide du XXIe siècle. Comment on peut se relever de ça ? Question posée. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Je précise